Alors, quelques petits mots de remerciement avant de commencer. Merci à tous d'être présents pour cette table ronde qui portera sur la dynamique de la réglementation en France et en Europe. Y a-t-il des barrières à l'entrée pour nos entreprises crypto face à cette dynamique? Merci également aux organisateurs de Cryptoxer, particulièrement à Maxime et Alexandre, pour cette invitation à ce panel. Donc voilà, on va parler de réglementation. Aujourd'hui, c'est très bien. On a une table ronde qui est constituée de nombreux experts avec des profils variés. Donc on va pouvoir avoir une approche assez transversale du sujet, ce qui vous permettra, in fine, je pense, d'avoir la big picture sur le sujet. On va partir sur à peu près 35 minutes de discussion et 10 minutes de questions-réponses, un petit peu comme la dernière table ronde. Donc pour commencer un petit peu sur la réglementation des cryptoactifs, faire un petit peu de contexte sur le sujet. La France et l'Europe ont été évidemment pionniers sur ce sujet, notamment avec la loi Pacte, qui est intervenue le 22 mai 2019. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, avec de nouvelles réglementations qui arrivent, des réglementations qui sont très complètes, notamment avec le règlement MiCA, on va pouvoir en reparler. Et donc ça va, dans un premier temps, être l'occasion de revenir sur ce sujet avant d'évoquer les potentielles barrières à l'entrée qui peuvent intervenir sur nos entreprises. Et pour ce faire, je vais tout d'abord laisser la parole à Arnaud Toiti. Arnaud, vous êtes avocat au sein du cabinet #Avocat. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite overview de la réglementation qui s'applique au marché crypto et au Web3 de manière générale? Bon, déjà, bonjour à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet effectivement qui m'est cher et qui est important pour l'écosystème, qui est celui de la régulation. Alors, c'est vrai que quand on parle de régulation, on a souvent tendance à focaliser sur, effectivement, comme tu l'as dit, Hugo, la loi Pacte et MiCA. On va y revenir. Ce sont des réglementations qui sont extrêmement structurantes pour l'écosystème, puisque toutes les prestations de services sur cryptoactifs, elles vous imposent, elles vous obligent d'être enregistrées et demain d'être agréées. Mais en réalité, effectivement, c'est un écosystème où il y a énormément de réglementations, de plus en plus. On parle de millefeuilles réglementaires en France, et en Europe d'ailleurs, c'est une spécialité maison. Et donc, effectivement, sur le Web3, on va dire qu'on a, par exemple, d'Acuit, une réglementation sur la fiscalité. On a la réglementation Genum sur les jetons, vous savez, tout ce qui est jeu d'argent et jeu de hasard, avec un mélange Web3 où effectivement on a une réglementation qui va rentrer en vigueur. Et puis, il y a une question qui se pose, je pense, au sens plus large du terme, qui est de savoir si on arrive à trouver un équilibre entre la régulation qui permet à un écosystème de se stabiliser, de se professionnaliser, et de permettre également à des acteurs, on va dire, plus traditionnels, de la finance traditionnelle, on va voir évidemment tout ce qui s'est passé avec les ETF, etc., d'arriver sur ce marché, et en même temps de ne pas avoir une réglementation qui est trop agressive, au risque de limiter l'innovation. On le voit dans d'autres sujets connexes, comme l'intelligence artificielle par exemple, où on a un IA Act qui est extrêmement rigide. Et donc voilà, donc moi j'ai envie d'attirer un peu l'attention sur l'équilibre à trouver, et à mon sens un équilibre qui est pour l'instant pas vraiment dans le sens de l'innovation malheureusement, même s'il y a des belles choses à faire. Alors effectivement, l'objectif initial, c'est la protection des marchés, la stabilité financière, mais il y a une ligne de crête à trouver entre cette protection-là et la compétitivité de notre secteur et la protection de l'innovation au niveau français et européen. Et justement, c'est tout le cœur du panel. On a déjà pu entendre certains acteurs qui évoquaient des barrières, des problématiques structurelles pour leur développement en raison de problématiques en matière de conformité qui étaient trop importantes. Et alors que cette année 2023 était l'année de l'adoption de ces grosses réglementations des marchés cryptoactifs avec le règlement MiCA, le règlement TFR et d'autres réglementations qui ont été adoptées ces derniers mois, cette année 2024 sera l'année de l'adoption définitive avec l'entrée en application de ces textes à la fin de l'année. Il y en a certains qui ont déjà pu évoquer certaines problématiques et je vais laisser la parole à chacun d'entre vous pour évoquer peut-être un peu au cas par cas des points bloquants que vous auriez déjà identifiés sur ces différentes réglementations et qui pourraient poser problème à l'émergence des prochains champions, tant au niveau français qu'au niveau européen. Je vais peut-être commencer par toi, Thibaut, si tu peux te présenter très rapidement en 30 secondes, puisque je n'ai pas pu le faire. Il marche, ouais, parfait. Bonjour à tous, donc Thibaut Boutroux, je suis l'un des fondateurs de Meria. Pour moi, du coup, ce que j'ai constaté, en tout cas dans les derniers mois, du coup, avec des discussions qu'on a avec le régulateur, un des gros points bloquants qui risque de poser de problème à l'écosystème, et notamment à l'écosystème
français, francophone, c'est les compétences qu'on va retrouver côté régulateur pour accompagner justement tous ces textes qui sont mis en place. Parce que c'est très bien de mettre un cadre, ça peut permettre une compétitivité, puisqu'on se rend compte aux États-Unis notamment qu'ils ont une problématique où certaines réglementations qui sont trop floues ne permettent pas aux acteurs de se projeter. Nous, avec des limites, peut-être on peut mieux se projeter, mais si derrière on a un régulateur qui n'est pas équipé autant en ressources humaines qu'en compétences pour accompagner les acteurs, on va se retrouver à être freiné par des choses qui sont indépendantes de nous. Donc ça, c'est extrêmement frustrant et ça peut pénaliser l'ensemble de l'industrie. Donc il y a toutes ces choses-là et il y a des réglementations qui sont rajoutées les unes au-dessus des autres, qui impliquent l'implémentation aussi de nouveaux outils, donc ce qui sont des choses qui sont bien sur le fond, mais il faut avoir en tête aussi que tout ça, c'est des coûts supplémentaires, c'est des ressources humaines supplémentaires pour les entreprises et que tout ça, ça se fait souvent au détriment aussi de la partie plus produit business. Et si on a quelque chose qui est très bien structuré d'un point de vue réglementaire, mais que derrière on n'a pas de business, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre qui est très compliqué à trouver, hein, ça je vous l'accorde, mais pour moi ça va être 2 des gros enjeux qu'il va falloir réussir à résoudre. Romain, de votre côté, est-ce que vous avez une problématique à pointer du doigt, même je pense qu'elles seront connexes à celle de Thibaut? Oui, je vais l'étendre. Donc Romain Sagui, moi je suis CEO de la plateforme CoinHouse, qui est une plateforme d'investissement en crypto pour les particuliers et les entreprises. On a à peu près la moitié de notre activité qui est faite avec des particuliers et l'autre moitié avec des entreprises. Et on a été, on est fiers d'avoir été les premiers enregistrés PSAN en France quand la réglementation PSAN a été appliquée. Et donc demain, évidemment, on vise MiCA. Donc Thibaut et moi, on va être dans la même problématique, si vous voulez, d'application concrète de la réglementation chez les acteurs régulés. Déjà, il y a un point que tu as dit que je vais renforcer. On parle beaucoup de barrières, on a tendance à regarder la régulation comme un mauvais point. C'est souvent très chiant, je suis le premier à le dire. Néanmoins, regardons ce qui se passe aux États-Unis quand il n'y a pas de clarté réglementaire. Avoir un cadre clair, au moins, on a un terrain de jeu. Je ne dis pas qu'on est tous d'accord avec toutes les règles, que ce terrain est parfait, mais au moins, on a un terrain de jeu. Arnaud, tu parlais d'innovation. Je vous donne juste un chiffre. Et Thibaut, tu parlais des outils. En gros, aujourd'hui, sur des périmètres complets de travail en tant que prestataire sur actifs numériques, et demain avec MiCA, pour une entreprise, ça représente un coût annuel entre 500 000 et 1 million d'euros. Quand je vous mets les salaires des équipes conformité, les outils que vous devez mettre en place et qui ont des coûts évidemment d'implémentation et ensuite de coûts variables, c'est ce dont on se parle. Donc ça suppose que déjà, quand vous êtes un nouveau projet, comment vous faites ? Parce que quand vous êtes une start-up, que vous n'avez pas levé de fonds, que vous démarrez et que vous avez une réglementation aussi forte, comment est-ce que vous faites émerger l'innovation dans des nouveaux projets si vous avez déjà à la base ce coût-là ? Et puis pour les gros acteurs, ou les gros acteurs, en tout cas des acteurs qui ont atteint une certaine taille critique, la question est votre rentabilité et la taille critique que justement vous devez avoir sur le marché pour vivre. Et derrière, évidemment, tout ce qui s'applique à ça, c'est-à-dire les contrôles, le durcissement progressif de la régulation, parce qu'évidemment, elle n'est pas stable. Et tout ça me fait dire qu'on va sans doute avoir une forte concentration des acteurs crypto dans les années qui viennent, à l'échelle européenne. Et donc, je peux prendre le pari, alors peut-être que je vais me tromper, mais qu'à horizon 3-4 ans, vous allez avoir peut-être 10-15 plateformes agréées en Europe pour vous permettre d'acheter et vendre de la crypto. Donc également, dans un contexte de diversité de l'offre et des acteurs auxquels le public français et européen pourra s'adresser, vous allez avoir une réduction de cette offre-là. Bonjour, Louis de Froissart, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis une vingtaine d'années et expert en crypto depuis quelques années. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la profession dont je fais partie, c'est à peu près 4000 entités. C'est, on va dire, on va suivre un peu plus d'1 million de clients. Et donc, on va parler d'adoption. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit le conseiller bancaire qui va amener à l'adoption des cryptos. Donc, soit ce sont des plateformes qui adressent la clientèle en direct, soit une clientèle qui est abordée par un conseiller indépendant. Autant vous dire que le peu de conseillers indépendants de CGP qui se sont saisis du problème crypto n'a pas forcément conscience qu'au 30 décembre 2024, il ne pourra plus adresser de conseils en crypto s'il n'est pas agréé au niveau de MiCA. Donc, le peu qui commence à se saisir du problème n'a pas conscience de ce qui va lui arriver. Et on parle d'adoption, on parle d'innovation, mais en ce moment, on est en train de créer les règles de jouer le jeu des grands.
c'est-à-dire regarder les derniers qui ont obtenu leur agrément. Il s'appelle Circle, il s'appelle Coinbase. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut en France et en Europe pour, d'une part, l'adoption, donc créer un marché pour les cryptos, et deuxièmement, comment on met en avant des acteurs et on les met en position de force pour se défendre, puisqu'en fait, on a une réglementation qui attire, bien sûr, mais comment on met les acteurs autochtones en position de se défendre ou d'assurer des positions avec ce type de réglementation. Pour moi, ce n'est pas très clair comme message. Yvan, la BPI a beaucoup travaillé sur le projet MiCA. Encore récemment, vous étiez actif sur les RTS. Est-ce que, de votre côté, vous avez identifié des problématiques particulières qui pourraient affecter le développement des 600 startups qu'on a en France dans les prochaines années? Merci beaucoup pour cette très bonne question. En plus, BPI France va avoir une double lecture. Une lecture à la fois bancaire, puisqu'on est établissement de crédit, triplement régulé, donc AMF pour la société de gestion, ACPR pour l'établissement de crédit, et BCE, puisque la BCE considère qu'on pose un risque systémique. Ça, c'est pour la partie banque. Et la bonne nouvelle pour la partie banque, c'est qu'en étant MiFID II, on a beaucoup d'avantages pour travailler sur les actifs digitaux. Et grosso modo, pour la faire courte, vous êtes une banque, vous êtes PSAN d'office ou Crypto Asset Service Provider d'office, puisque la DG FISMA considère que si vous avez une réglementation MiFID II, vous êtes une banque, c'est la meilleure des régulations possibles, et donc de facto, ça vaut pour tout. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle pour la partie bancaire. Mais on est la banque de l'innovation et on est extrêmement sensible aux écosystèmes innovants. Et c'est pour ça qu'on finance depuis 2015, la première bourse French Tech pour Ledger, et Pemium a suivi un peu après cet écosystème, et qu'aujourd'hui, on est fiers d'avoir soutenu 170 startups de ce secteur. Là, en effet, on voit des vrais blocages, des problèmes de compétitivité évident. Je pense que Romain, tu l'as bien dit, aujourd'hui il y a plus de 100 PSAN, donc va y avoir une consolidation évidente, et on espère qu'elle sera raisonnée dans la défense des intérêts nationaux et européens. Et donc cette double lecture nous permet de voir que finalement on a donné beaucoup d'avantages aux banques, mais qu'elles n'en profitent pas vraiment aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas vraiment dans la course à l'innovation là-dessus, pour des raisons... alors, il y a des raisons valables, il y a aussi, j'oublie le point prudentiel, très important, hein, comité de Bâle, c'est 1250%. Donc, grosso modo, quand vous avez des cryptos au bilan, c'est très compliqué à gérer. Donc, des banques qui à la fois ont des avantages, mais également des inconvénients, et des acteurs innovants qu'on bloque dans leur vélocité. Et donc, on espère que dans ce casse-tête européen, on va trouver une bonne solution pour tout le monde. Merci beaucoup, Yvan. Je vais te redonner la parole, Arnaud, pour rebondir peut-être sur le nombre des 500 000 euros qui a été évoqué. Est-ce que, du constat que tu peux en tirer dans le cadre de ta profession, c'est quelque chose qui peut refroidir les acteurs de l'écosystème? Et à quoi est-ce que ça peut pousser? Est-ce que ça peut pousser à du forum shopping? Est-ce que ça peut mener à ce que les acteurs partent, tout simplement? Alors, oui et oui. Si vous voulez, il y a plusieurs questions. Tout ce qui a été évoqué est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une réglementation MiCA qui est incontestablement une réglementation qui est basée sur la réglementation bancaire, hein, donc c'est évidemment extrêmement favorable pour des acteurs bancaires, avec les avantages que ça comporte, incontestablement, de stabilité, de fait d'attirer effectivement le mainstream, les clients plus mainstream dans l'écosystème crypto. Mais il y a aussi un autre sujet, c'est le sujet bancaire. C'est le sujet du coût de la réglementation MiCA. Lorsque vous êtes une banque et que vous êtes déjà soumis à la réglementation bancaire, en réalité, MiCA, je ne vais pas dire que c'est une formalité, mais concrètement, vous avez la Société Générale qui a déjà des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes qui travaillent dans leur service compliance. Ce n'est pas forcément une problématique d'en prendre une certaine partie et de les affecter à la partie crypto. Lorsque vous avez une boîte qui s'est lancée depuis 2-3 ans, qui est PSAN, et à qui on annonce effectivement qu'en réalité, il va falloir sur la partie cyber et la partie compliance, qu'elle envisage un budget à minima, non seulement de 500 000 euros pour y aller, mais aussi et surtout de 500 000 euros par an derrière pour maintenir cette conformité. Là, ça devient effectivement très compliqué. Ça devient très compliqué, pourquoi? Parce que soit vous avez les fonds,
et que vous y préparez bien en avance. C'est probablement le cas de Meria. Je pense que ça fait très très longtemps que vous êtes sur ces sujets-là parce que vous êtes dans l'anticipation. Je pense, peut-être tu nous diras le contraire, mais je pense parce que vous êtes précautionneux, parce que c'est un sujet que vous avez un peu chevillé au corps, et dans ce cas-là, très bien. Soit c'est pas le cas, et je vois beaucoup de PSAN qui me disent non, mais c'est pas un problème, je vais aller lever des fonds. D'accord. Allez voir un fonds ou un business angel et dites-lui, écoute, j'ai besoin de 500 000, 1 million. L'argent, il ne va pas être utilisé dans la recherche et développement, il ne va pas être utilisé dans la vente de mon produit. Par contre, ça va être vraiment pour que je me mette en conformité, sans savoir, in fine, si je serai en conformité. Ça paraît compliqué quand même, ça paraît difficile. Donc déjà, effectivement, il y a ce sujet-là. Et puis après, il y a le sujet, tu l'as dit, du forum shopping. Alors moi, j'aime pas ce terme de forum shopping parce que forum shopping, oui, si vous êtes en Europe et que vous allez aux îles Vierges britanniques ou aux Bahamas. Ça, c'est du forum shopping et puis ça pose d'autres problèmes fiscaux notamment. Mais en revanche, quand vous êtes en Europe, l'Europe, c'est un marché commun. Et d'ailleurs, MiCA, c'est censé vous permettre, c'est pas censé, c'est vous êtes agréé dans un pays, vous pouvez opérer sur l'intégralité du pays. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que sur les 500 000 à 1 million d'euros que tu cites, Romain, il y a de la compliance et de la cyber, et il y a un gros coût d'équipe charge sociale française, qui sont ce qu'elles sont. Et effectivement, lorsqu'on est susceptible d'envisager d'autres écosystèmes européens où on a un coût homme qui est 2 fois, 3 fois inférieur, alors que derrière, c'est passeportable, donc que vous soyez en France ou dans un autre pays européen, in fine, vous pourrez opérer sur l'intégralité du territoire. Je regrette, mais c'est quand même une question qui se pose. On parle toujours de l'Europe de manière négative. Hein. Moi, je suis né dans les années 80 et on m'a toujours dit que l'Europe, c'était très mauvais, etc., et qu'il fallait voir que de négatif. Excusez-moi, il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a la liberté des personnes et des capitaux, et qu'à un moment, il faut aussi savoir en profiter. Voilà. Je me permets, je voulais juste rebondir sur un sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de la question réglementaire sous l'angle des entreprises. Mais les entreprises, ce qui est important, mais il y a aussi un impact sur les comportements que ces réglementations peuvent avoir, l'incentive à des comportements. Je vous donne un exemple. En Allemagne, on me corrigera si jamais je dis une bêtise, mais si c'est toujours le cas, vous n'avez pas de fiscalité, vous avez 0% d'impôt sur vos plus-values, sur les cryptos achetés, si vous les avez conservés au moins 1 an, sans aucun mouvement. Donc vous achetez votre Bitcoin, vous attendez 1 an, après vous le vendez, vous avez fait une plus-value, cette plus-value est à une imposition de 0. Donc vous avez une incitation à ne pas trader, à ne pas faire d'arbitrage. En France, vous cristallisez globalement, je résume, la plus-value au moment d'une sortie, soit en achetant un bien ou un service, soit en euros. J'exclus tous les cas de staking et autres, hein, je parle juste de l'investissement crypto. Ce qui veut dire que vous avez un incentive à ne pas payer avec vos cryptos, y compris avec vos stablecoins. Et ça donc, cette réglementation, qui est mouvante, a un impact sur le potentiel de niveau d'innovation qu'amènent les cryptos, qui va effectivement se déployer dans la société. Et par effet de bord également sur les sociétés, sur les entreprises qui se positionnent sur ces services, parce que si vous êtes dans le paiement aujourd'hui en France, en crypto, c'est très compliqué, sauf que ce que la loi change. Si vous êtes sur le trading en Allemagne, c'est très compliqué, sauf à ce que la loi change, donc vous travaillez avec des professionnels. Tu veux prendre si c'est urgent, on écoute. Hein. Non, mais je suis vraiment désolé. C'est un nouveau téléphone et je ne savais pas l'éteindre. Ça arrive. Il y a encore des éléments physiques. Il y a vraiment une notion, comme d'hab, de compétitivité européenne. Et je reprends ce qu'a dit Arnaud. Oui, la solution idéale, dans une vision très économie de marché et efficiente, c'est une consolidation européenne. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'est pas arrivée. Il y a des acteurs reconnus. Il y a eu les tentatives, justement, Bitstamp, Bitpanda. Et aujourd'hui, il y a une vraie réaction intelligente à avoir face à des Coinbase, des Circle. Et là encore, il y a des notions de coopération, bien sûr. Il ne faut pas être chauvin, mais il ne faut pas être naïf. Et ça, c'est uniquement une démonstration sur le marché des échanges. Il y a la tokenisation qui arrive. Larry Fink a dit publiquement que le monde allait être tokenisé. C'est quand même assez enthousiasmant d'un certain côté, mais il faut aussi vraiment ne pas être naïf. Et donc finalement, MiCA, on s'aperçoit que c'est une petite partie de l'enjeu, mais si déjà on n'arrive pas à le traiter correctement, c'est tout le reste qui risque d'être à risque. Moi, je vais vous donner un certain encouragement. Pourquoi ? Parce que
vous découvrez pour beaucoup d'entre vous ce que nous, petits CGP, nous faisons depuis des années. Ce sont des procédures AML, ce sont des procédures diverses et variées. Bon, aujourd'hui, c'est 35 pages à faire signer en signature électronique dès qu'on voit le client, même s'il ne revient pas. Mais en tout cas, globalement, chez nous, vous imaginez que si ça coûtait 200 000 euros par an, et la profession n'existerait pas, puisque la plupart du temps, mes confrères, en moyenne, doivent faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on n'en parle même pas. Ça veut dire aussi qu'on a su s'adapter à une réglementation qui... Alors, je ne parle pas de la réglementation technique, qui, elle, coûte plus cher, mais tout ce qui est la réglementation AML et ainsi de suite, on a su s'adapter et le faire avec des services qui nous ont permis de le faire pour moins cher que ce que je vois aujourd'hui. Voilà, je peux partager quelques expériences, mais en tout cas, je pense aussi qu'il y a peut-être des éléments qui nous permettraient de payer un tout petit peu moins cher. Voilà, mais c'est mon sentiment, je ne connais pas toujours votre quotidien. Je me permets de réagir là-dessus parce que je suis tout à fait d'accord, mais il va y avoir une phase de transition. Le modèle que je vais décrire n'existe pas encore, mais il est à peu près certain qu'une fois qu'on aura passé la phase d'agrément MiCA et que vous aurez ces 10-15 acteurs européens agréés, va se développer un modèle d'agent. C'est-à-dire, vous avez des gros acteurs qui sont agréés et qui portent la responsabilité de la réglementation, qui ont une taille critique qui permet d'encaisser ce poids-là, et qui vont autoriser des tiers qu'ils contrôlent à utiliser cet agrément dans un certain nombre de cas. Ce que vous avez déjà pour les prestataires de paiement ou dans un certain nombre de cas pour la finance traditionnelle. Maintenant, une fois qu'on a décrit la cible et qu'on se rassure en se disant la finance traditionnelle fonctionne comme ça, finalement c'est pas si mal, la difficulté, la souffrance, en fait, elle vient de la phase de transition. Comment on fait dans l'intervalle ? Ça me permet peut-être de faire la transition, et je vais vous redonner la main, Louis-Alexandre. Vous parliez de vous adapter à la réglementation qui arrive, et vous faisiez un retour d'expérience avec l'existant qu'il y a déjà dans votre profession. Et justement, vous faites partie des professions qui, sous la loi Pacte, n'étaient pas réglementées de manière obligatoire, et qui, avec l'arrivée du règlement MiCA et son entrée en application définitive en décembre 2024, seront définitivement réglementées et vous devrez respecter les mêmes obligations que Meria ou CoinHouse. Comment est-ce que vous vous y préparez et comment est-ce que vous allez vous adapter justement ? On prie beaucoup. Vous voyez, on attend un miracle. D'ailleurs, je pars pour Lourdes ce week-end. Plus sérieusement, en fait, il y a plusieurs choses que l'on peut aborder dans la question. Il y a d'abord le fait qu'à partir du moment où on fait du conseil, on a une partie technique que nous n'avons pas à assumer. Voilà. Et d'ailleurs, comme je suis en ce moment dans les affres de savoir exactement ce que je vais devoir délivrer dans le dépôt de mon agrément, que j'ai tenté maladroitement de faire il y a 2 ans sans succès, ou sans interlocuteur, je ne sais pas exactement. Voilà, en tout cas, sans succès. Et en tout cas, il y a une partie technique allégée et une partie juridique que l'on connaît. Mais en fait, il y a une nouveauté, il y a une innovation. C'est qu'un CIF pouvait donner un conseil sur n'importe quel actif financier jusqu'à maintenant. Et grâce à MiCA, c'est pour ça que cette inflation est insupportable, c'est qu'à cause de MiCA, eh bien, il va falloir qu'il ait un nouveau statut. Bon, ça tombait bien, parce que nous, on avait passé de 7 statuts qu'on devait assurer tous les ans à 6 l'année dernière. On était contents, on en avait gagné un. Et ben non, on va en avoir un 7e de nouveau. Oui, 7, c'est un chiffre sacré. Alors, comment on s'adapte à cela ? Ben déjà, on choisit de le faire ou de ne pas le faire. Et je pense que mon voisin de droite a très bien résumé les choses. Notre profession, a accepté d'être courtier agent, enfin représentant de quelqu'un qui portait un risque. Nous en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel on veut aller. On veut aller on est un peu gaulois, dans ce petit village de Bretagne, vous voyez, et on aimerait pouvoir continuer à donner un conseil indépendant parce qu'on pense que notre client a besoin d'avoir ce conseil indépendant et on va essayer d'aller au bout. Donc, on s'adapte en disant ce que je sais bien faire, je continue à le faire. Ben voilà, globalement, moi, ça me coûte 50 à 60 000 euros par an, ouais, clairement. Voilà, ça me coûte 50 à 60 000 euros par an de mettre en place toutes ces procédures. C'est un bon poste, quoi. Voilà. Et puis, le reste, au niveau technique, on va essayer d'être malin, de faire les tests d'intrusion qu'on nous demande, mais ça tombe bien parce qu'on se rend compte qu'on avait plutôt déjà travaillé ce sujet-là. Donc, à force d'être dans l'anticipation, ça fait plusieurs années qu'on me dit que j'ai raison trop tôt, mais peut-être qu'un jour, peut-être avant de prendre ma retraite, j'aurais eu raison à temps. Est-ce que vous voulez rebondir, messieurs ? Ouais, moi, je Sinon, veux j'ai juste des rebondir questions. parce que ce que tu as dit,
on revient aussi sur ce qu'on a dit avant, c'est que tu as un cabinet aujourd'hui, toi, qui a 20 ans d'ancienneté, tu as toujours été précurseur sur les innovations, donc naturellement, il y a plein de choses que tu avais anticipées naturellement. Aujourd'hui, nous, Romain Coinhouse et moi, on est dans la même situation parce que nous, ça fait longtemps qu'on est sur cet écosystème. On prépare ça depuis le premier jour. Quand on a eu l'Upsan, ce n'était pas une finalité, c'était une étape de plus dans le développement. L'agrément en est une autre, Mickey en est une autre, mais c'est juste des étapes dans la continuité de ce qu'on fait. Mais pour les nouveaux acteurs, la problématique, elle reste la même. Et ça reste un ticket d'entrée juste pour jouer la partie qui est de plus en plus gros. Alors si on est parfaitement égoïste, on peut se dire nous c'est trop cool, ça met une barrière à l'entrée, nous on risque d'y passer, après ça valorise plus et puis on va se partager une plus grosse part du gâteau. Mais dans l'optique du développement de l'industrie, ça n'a pas trop de sens et dans l'idéologie même du secteur, ça n'a pas non plus trop de sens. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre-là et on se rend compte, nous, tu vois, pour avoir un pied à la fois dans le monde plus financier, à la fois dans le monde plus technique avec le stacking, que l'innovation, elle fonctionne dans la blockchain aussi parce que tu as différentes blockchains avec différentes visions, avec différentes narratives et que tout ça, en fait, tire les autres à être plus forts. Si on vient à concentrer et qu'on se rend compte que demain, il y a quelques acteurs qui passent la réglementation et qui deviennent agents d'eux, on va aussi peut-être limiter à un moment donné cette innovation et on va se retrouver avec à freiner ou en tout cas pas exploiter tout le potentiel de la techno. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et oui, peut-être pour finir... et c'est pas une critique vis-à-vis du régulateur, parce que nous, chez BPI France, on finance l'écosystème, on le soutient, notamment en sponsorisant des événements comme celui d'aujourd'hui de grande qualité, et on fait des projets en interne, et c'est le plus dur. Donc on a acheté des tokens, ça nous a pris plus d'1 an, parce qu'il y a plein de complexités internes. On avait travaillé sur des stablecoins en 2018. Voilà, on a eu je pense que c'était la meilleure décision d'arrêter le projet au bout de 3 mois. Et on se dit que, avec le recul, c'était vraiment la bonne décision. Donc, c'est pas facile d'innover quand on est une grosse structure, quand on est une institution. En revanche, il y a quand même des fondamentaux techniques liés à cette technologie que le régulateur pourrait utiliser. D'une façon un peu provocante, au lieu de demander à remplir 15 formulaires déclaratifs pour expliquer ce qu'on va faire, les procédures de cybersécurité, on demande les adresses publiques des plus gros wallets stablecoin, et puis s'ils bougent de plus de X%, là, le régulateur débarque en disant « je crois qu'il se passe quelque chose ». Et ce serait très efficace et très rapide d'une certaine façon. Et j'arrive toujours pas à retrouver le nom de ce token, mais dans le crash FTX, il y avait un token DeFi collatéralisé avec un prêt en FTT, et c'est une des seules pools qui n'a pas été touchée, parce qu'ils se sont dit, s'ils voient qu'on retire les FTT, ils vont les vendre derrière, et ça va entraîner un crash. Donc finalement, l'aspect monitoring et traçabilité de la blockchain en temps réel est une forme de régulation et devrait être utilisé par les régulateurs. Je ne dis pas que c'est simple à mettre en place, mais c'est quand même quelque chose qu'il faudrait étudier. Et ça permet typiquement de réduire les coûts de tous les côtés et d'optimiser le business. Alors, on va te laisser la main, Yvan. Tu disais que la BPI, vous êtes impliqué depuis 2015 dans les projets crypto, etc. Donc, ça fait un certain temps maintenant. On l'évoquait, la réglementation, c'est arrivé en 2019. Donc, il y a eu un laps de temps dans lequel, quand vous opériez et quand vous accompagnez des startups crypto, elles ne se penchaient pas forcément sur la problématique de la réglementation. Désormais, ce n'est plus forcément un sujet, c'est presque une question rhétorique, mais est-ce que quand un projet crypto vient vous pitcher, comment est-ce qu'ils intègrent ce sujet de la réglementation? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous regardez? Je suppose que oui. Et comment? Alors, tout dépend du positionnement. BPI France peut, si le projet est très innovant côté R&D, nous, on va financer la R&D. C'est ce qui nous intéresse. Ça peut être créateur de valeur. Maintenant, dans le développement business de l'entreprise, si elle nous dit je vais m'adresser à des clients, oui, là, il va y avoir une question de comment, sur quel produit, est-ce que potentiellement tu tombes sur la réglementation MiCA, et c'est aussi notre rôle. Est-ce que ça ne peut pas limiter justement la R&D? Le fait qu'avant, les acteurs étaient focus R&D, maintenant, ils doivent un peu prendre plusieurs choses en considération. Je fais un peu un portrait caricatural, mais est-ce que ça ne peut pas, dans un certain sens, limiter la R&D dans la mesure où il y a beaucoup de coûts à mettre en place dans la réglementation? C'est assez évident, mais...
Alors, c'est toujours le coup d'avance de l'écosystème crypto. C'est-à-dire que nous, on a été confrontés à des entreprises qui étaient assez intelligentes dans leur développement commercial. Quand on vend un NFT, c'est du chiffre d'affaires. Bon, et finalement, c'est une pseudo-levée de fonds. Et si on comprend que l'entrepreneur a fait ça pour développer son business derrière et développer une roadmap avec des embauches, de la R&D, bah, c'est une forme intelligente de développement. Et c'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est l'adaptation constante à un environnement changeant. Et donc j'ai bon espoir que dans la crypto, il y ait des nouvelles formes de financement intelligent, des prêts tokenisés, par exemple sur des entreprises, et donc qu'il y ait une ouverture du système financier qui fasse que les entrepreneurs les plus intelligents arrivent finalement à se financer et arrivent à avoir un coup d'avance. Parce que si on attend, c'est un peu comme le crowd equity ou le crowdfunding, si on attend la réglementation pour récolter des fonds, il faut être patient. Tout à fait. Je vais me tourner vers vous, messieurs. Tu l'as mentionné, Thibaut, mais vous faites partie de deux PSAN qui, quand même, sont historiquement dans l'écosystème, puisque vous faites partie des premiers à avoir obtenu cet enregistrement. Coina, vous êtes le premier. Désormais, tu l'évoquais, c'était un step, l'enregistrement. Maintenant, on se tourne vers l'agrément français, puis à la fin de l'année, vers l'agrément européen. Comment est-ce que vous préparez cette transition? Est-ce que cet agrément français peut servir de piston pour passer justement vers cet agrément européen? Quels points de friction vous avez pu identifier, notamment sur ce volet européen? On parle de beaucoup de sujets qui sont quand même techniques à mettre en place. Il y a des obligations environnementales, il y a de la travel rule, avec des solutions qui sont à ce jour absentes. Et on ne sait pas comment se mettre en conformité opérationnellement avec ces sujets-là. Il y a aussi des sujets d'abus de marché, où les marchés crypto sont complètement différents des marchés financiers traditionnels. Comment est-ce que vous envisagez ça? Je sais que c'est une question qui est complexe et vous n'aurez pas forcément une réponse exhaustive à me donner. Mais voilà, si on peut avoir votre vue sur ça, ce serait excellent. La réponse courte, c'est dans la douleur. Voilà. Je ne vais pas revenir, tu donnes plein d'exemples, mais dans lesquels on pourrait en parler 4 heures. Donc je vais essayer de résumer. Mais globalement, déjà, il faut comprendre que dans les steps réglementaires, vous avez l'enregistrement en France, un agrément en France, et le niveau agrément européen MiCA est globalement calqué historiquement sur l'agrément français, qui lui-même s'est un peu réaligné. Donc une stratégie valable pour une société qui veut être régulée au niveau européen, c'est effectivement d'avoir l'enregistrement PSAN, de monter sur l'agrément français pour ensuite avoir une passerelle vers l'agrément européen. Parenthèse, c'est une stratégie. Aujourd'hui, pour les nouveaux acteurs, je ne pense pas que ce soit la meilleure. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher des agréments traditionnels financiers, mais parce que, comme tu le disais, tu as des passerelles. Mais bon, pour des sociétés historiques qui ont déjà travaillé ce créneau-là, il est normal de poursuivre dans cette stratégie. Et donc, pour que vous compreniez bien, chaque fois que vous passez un step, vous allez ajouter des contraintes et des demandes. Par exemple, quand vous êtes enregistré PSAN, la principale contrainte que vous avez, c'est connaître votre client, le fameux KYC, donc la vérification de l'identité. Et ensuite, tout ce qui est LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est-à-dire vous assurer que les euros qui rentrent chez vous pour acheter des cryptos, ou les cryptos qui rentrent chez vous ou que vous vendez, sont propres et ne participent pas à financer une activité illégale. Quand vous allez ajouter l'agrément, on va vous demander des contraintes sur la ségrégation des fonds, des minimums de fonds propres, des minimums d'audit plutôt lourds sur la cybersécurité. Le conseil est également régulé. Donc nous, par exemple, CoinHouse, notre particularité, c'est d'avoir des équipes qui vous accompagnent et qui vous conseillent. Et ça veut dire du coup tomber dans une réglementation et dans des pratiques que l'on ne connaissait pas, qui sont celles des CGP, quand on le fait en direct. Avec nos partenaires CGP, ce sont eux qui le font, mais quand on le fait en direct, nous, c'est d'avoir cette réglementation-là. Et donc, ça ajoute des pratiques et des outils. Et ça, c'est assez normal. Et quand on sait ce que l'on doit faire, par exemple pour le conseil, il y a une pratique existante sur le marché, on essaie de l'appliquer. Et puis tu rajoutes à ça des trucs très flous. C'est-à-dire, ce que tu parlais de la travel rule. La travel rule, c'est quoi? Elle porte très bien ou très mal son nom, la légalisation du voyage. Ça veut dire que quand vous êtes deux acteurs enregistrés, enfin agréés, par exemple vous êtes deux banques, quand vous faites un virement d'une banque à l'autre, les deux banques communiquent entre elles pour que les deux banques sachent qui vous êtes et que le virement est conforme. Je la fais très courte, mais globalement c'est ça. Eh ben, la travel rules s'applique désormais avec l'agrément aux acteurs crypto. Donc vous envoyez de chez Meria à CoinHouse. Meria et CoinHouse ont l'obligation d'avoir un outil qui se parle et qui permet de transposer non pas juste les fonds, mais aussi les informations concernant qui vous êtes et votre virement. Mais quel outil? Ben, on ne sait pas.
Enfin, il y en a 2-3 sur le marché, mais est-ce que c'est les bons? Est-ce qu'ils vont avoir les agréments nécessaires et être reconnus en Europe? Est-ce que c'est bien, parce que c'est beaucoup des outils américains, de ce qu'on a envie que toutes les données de toutes les transactions crypto européennes soient passées par un outil américain? Je ne suis pas sûr. Et puis il y a des trucs, en fait, on ne sait pas, parce qu'en fait, ce n'est pas défini. Et donc, c'est là où c'est dans la douleur, et j'en termine, après je te laisse la place. Du coup, on a besoin d'interlocuteurs en face pour répondre à ces questions-là, au niveau français, au niveau européen. Et il se trouve qu'il se passe deux choses. Non seulement eux-mêmes n'ont pas les réponses, donc on se regarde dans le blanc des yeux et c'est assez drôle, ou alors ils ne sont pas là, comme tu le disais, parce qu'en fait, il y a encore un dépeuplement, enfin un manque de moyens au niveau des régulateurs. En France, à l'AMF, c'est connu, ça a été dit. Ils n'ont pas les moyens de traiter en profondeur tous les sujets. Ouais, globalement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et en fait, pour rebondir, donc, c'est en différents temps. Et à chaque fois, la problématique, c'est qu'il y a certains temps qui ne sont pas dépendants de nous. Typiquement, dans les outils qu'on va utiliser, alors on a effectivement cette problématique de parfois, on n'a pas le bon outil en face de la bonne problématique. Et parfois, tu as aussi des outils qui évoluent pas assez vite par rapport aux obligations qui nous sont fichées. Je prends un exemple, par exemple, d'un des plus gros outils les plus connus qui est Chainalysis. Alors, Chainalysis fonctionne très bien, mais aujourd'hui, il est loin de couvrir tout le spectre qu'il faudrait pour répondre à toutes les obligations dont on a besoin, parce qu'il n'est pas capable d'intégrer toutes les chaînes, et eux, de leur côté, ont aussi leurs problématiques techniques et les mêmes problématiques de développement pour pouvoir aller plus vite. Donc on a ce double temps qui est indépendant de nous, et en plus de ça, à chaque fois, il faut corréler ça avec... il faut quand même avancer au niveau business à côté, mais en même temps, tu ne peux pas avancer trop vite parce qu'au risque après d'avoir des choses que tu dois corriger de manière rétroactive, et c'est encore plus compliqué à rattraper ces flux-là. Donc tout ça donne un équilibre qui est très très compliqué à trouver. Mais donc voilà, dans la douleur, on essaye d'aller dans cette direction, et il faut aussi éduquer ces équipes en interne sur les pratiques avec ces nouveaux outils. Il faut que le régulateur soit éduqué, parce qu'aussi, des fois, nous, on a des confrontations avec le régulateur où on se rend compte que lui-même nous impose d'utiliser un outil dont il ne comprend pas le fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que nous, on doit éduquer le régulateur sur comment fonctionne cet outil pour lui expliquer ce qu'il doit aller regarder lui. Et donc là, on tombe dans un truc où on a un temps qui est encore supplémentaire, ce temps d'adaptation du régulateur, et puis on se rend compte que quand il y a quelqu'un côté régulation qui monte en compétence, généralement, il part dans le privé, et donc on repart sur un nouveau cycle, et donc tout ça complexifie l'horlogerie. Attends, j'aimerais quand même ajouter la cerise sur le gâteau. Parce que là, on parle de l'agrément pour l'obtenir, ou d'un enregistrement. Mais quand vous l'avez obtenu, on ne va pas vous dire c'est bon, vous l'avez obtenu, c'est fini. Vous avez des contrôles. Pas tout de suite, mais généralement 2-3 ans plus tard. Qui d'ailleurs, pour les enregistrements PSAN en ce moment, ont lieu dans les différents acteurs PSAN, et c'est bien normal. Ça fait 3 ans que la réglementation est en place, c'est tout à fait normal. Mais au moment du contrôle, on vous demande de justifier ce que vous avez fait dans le passé, y compris avant que les règles soient établies, ou avant qu'il y ait des clarifications. Et donc ce travail que vous avez fait une fois, vous le refaites. Tout à fait. Bon, beaucoup de propos qui ne sont pas forcément toujours positifs. On parle de dynamique. Dynamique, ça a quand même une connotation positive. Donc, on va essayer de clôturer ce débat avec des discussions qui vont dans un sens progressiste, si je puis dire. Donc, je vais vous laisser la parole à chacun d'entre vous. Si vous aviez un message, une recommandation à faire parvenir, pas forcément très opérationnelle et très concrète, mais pour que la réglementation applicable au Web3 soit plus lisible, plus facile à mettre en œuvre par vous, acteurs de marché, représentants de la BPI ou avocats praticiens du droit. Bon, j'ai commencé en bon commercial ou en bon sportif, puisque j'avais créé et entraîné une équipe de rugby. En fait, au départ, il faut savoir quel est l'objectif. Et nous, acteurs, on se pose la question de savoir véritablement quel est l'objectif recherché. A priori, c'est la sécurité de l'épargnant. En pratique, ce n'est pas forcément toujours ce que l'on ressent. C'est-à-dire que quand on met en place des procédures, on n'a pas toujours, mais peut-être parce qu'on n'a pas accès à la connaissance, mais on n'a pas toujours le sentiment que ça soit fait pour la défense de l'épargnant. Bon. Donc, moi, je pense qu'il y a une chose qui serait intéressante, c'est peut-être de faire un groupe de discussion qui donne accès à des axes tangibles à mettre en œuvre. Si on veut que le secteur français et européen se développe, simplement, soyons clairs sur les objectifs.
Alors je sais que c'est un groupe de travail, souvent c'est de la parlotte, un rapport et pas d'action, mais simplement mon rêve, si je puis dire, ça serait de pouvoir mettre en place des actions tangibles pour que chaque acteur sache vers quel objectif il doit tendre précisément. Quand on a un objectif, on a des moyens pour atteindre cet objectif, et derrière, on a une feuille de route qu'on est capable de mettre dans chacune de nos entreprises au niveau de chacune de nos contraintes. Aujourd'hui, mon sentiment, c'est que ça, on en a véritablement besoin pour délivrer un message positif. En tout cas, moi, je suis prêt, sur ma partie ou ma profession, à essayer de travailler dans ce sens-là. L'aspect très positif, hein, et c'est je pense, pourquoi on est tous là aujourd'hui, c'est en finance, la dernière innovation, c'était la titrisation, qui a mené à la crise de 2008. Donc les gens sont passés de star du desk de Titri à quelqu'un qui n'osait plus en parler. Et depuis, il n'y a pas eu de véritable innovation. Il y a un peu de secondaire dans le private equity, ok, il y a quelques trucs, mais finalement, c'est des vieilles recettes. La vraie innovation, elle est dans les crypto-monnaies, elle est dans les DLT, on appelle ça comme on veut, elle est dans une vision décentralisée de l'infrastructure. Et en plus, l'avantage, c'est que cette technologie, elle peut s'appliquer à d'autres secteurs et innover dans d'autres secteurs. C'est le cas des NFT, dans l'art, dans le gaming. Et c'est ça qui est extrêmement positif et extrêmement passionnant. Et il y a encore du travail pour au moins des dizaines d'années. Et c'est ça qui fait que tout le monde est là et tout le monde est passionné et positif. Maintenant, c'est clair que le chemin ne sera pas linéaire. C'est le prix à payer, mais c'est aussi tellement excitant et enthousiasmant qu'on est un peu tous d'accord pour dire bon, ça vaut le coup. Et même si demain il y a un bug majeur dans Bitcoin, on dira bon, ça valait le coup, quoi. Même s'il faudra changer de job, quoi. Arnaud, un message, une recommandation, un point de vue pour lever ces barrières potentielles ? Bon, alors déjà, sur le côté positif, je pense qu'effectivement, comme je l'indiquais en introduction, vous avez un terrain de jeu, comme dirait Romain, donc vous avez de la stabilité. Donc comme vous avez de la stabilité, par définition, vous avez des acteurs de la finance traditionnelle, des banques, des Larry et compagnie qui nous expliquent à quel point cet écosystème est bon parce qu'ils y voient un nouveau terrain de jeu, une excroissance de la finance traditionnelle. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est positif, peut-être parce que ça devrait, in fine, permettre de rendre le Web3, la blockchain, plus accessible, en tout cas sur le papier. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la finance décentralisée. Après, la question est de savoir quel est le délai entre le moment où cette finance décentralisée peut s'exprimer et le moment où elle va être régulée. Parce qu'en réalité, on le voit par exemple avec MiCA, on n'a pas trop parlé, mais MiCA n'est pas censé réguler la finance décentralisée, sauf que par une interprétation parfois un petit peu discutable, voire très discutable, on se rend compte qu'il est probable que cette DeFi soit en tout cas au moins partiellement régulée, ce qui n'était quand même pas l'idée de départ. Maintenant, si j'ai un conseil à donner aux porteurs de projets, je pense que, et ça s'est senti à mon avis en filigrane de mon propos, c'est d'essayer d'avoir une vision un petit peu à 360, c'est-à-dire que tout à l'heure Romain évoquait à juste titre ce qu'on appelle un petit peu le as a service, c'est-à-dire le fait de se dire est-ce que j'ai besoin d'être PSAN ? Est-ce que je ne vais pas aller éventuellement m'adosser à un PSAN qui est déjà existant pour bénéficier de ces services ? Est-ce que demain je me dis ok, MiCA, les coûts sont trop importants pour moi, donc peut-être que je vais espérer que ce statut qui n'existe pas pour l'instant, et on ne sait pas quand il existera, de CASP as a service va exister et que je vais pouvoir à un moment m'adosser aussi. Je le souhaite, il n'existe pas pour l'instant dans les textes, malheureusement. C'est un gros manque, mais effectivement, on peut avoir ces stratégies-là, ou alors on peut se dire, je veux être régulé, j'en ai besoin parce que je ne veux pas avoir de dépendance technologique, je ne veux pas avoir de dépendance financière par rapport à un acteur tiers. Et dans ce cas-là, peut-être que, effectivement, comme on l'a évoqué, est-ce que je vais en France avec les difficultés, les avantages énormes que ça représente, mais les difficultés aussi, ou est-ce que j'ai une vision transversale ? Est-ce que je vais aller voir d'autres pays européens ? Est-ce que je vais envisager de passer par l'établissement de monnaie électronique, par exemple, qui est un très bon marchepied pour aller vers MiCA ? Voilà. Donc d'avoir une vision très large et de ne pas se contenter simplement d'un chemin prédestiné qui n'est pas forcément toujours le meilleur. Ouais, pour finir sur deux notes positives ou en tout cas encourageantes, la première, c'est que, mine de rien, malgré toutes ces difficultés, on a quand même aujourd'hui suffisamment de confirmation pour affirmer que cet écosystème, il va s'imposer dans le temps. Alors cette échelle de temps, on ne la maîtrise pas, mais en tout cas, on peut dire sans trop prendre de risques que la blockchain ou les cryptos feront partie
du monde de demain. La forme est encore à définir, mais donc ça, c'est quand même plutôt... C'était un propos qui était quand même plus compliqué à tenir il y a encore 5-10 ans. Aujourd'hui, on peut le tenir avec beaucoup plus de certitude. Et le deuxième, c'est que malgré ça, on est quand même dans un monde où il y a tout à construire, et c'est quand même hyper intéressant et stimulant intellectuellement de pouvoir participer à la construction de ce nouveau monde. Donc tous ceux qui sont un peu force vive ou qui ont envie de faire quelque chose qui a du sens, il y a quand même plein de choses hyper intéressantes à faire dans ce secteur, et on peut faire partie des premiers à construire ce monde-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose on est dans la temporalité qui nous permet de faire ça, donc c'est une chance qu'il faut saisir, quoi. Merci, parce qu'en plus, je vais construire sur ce que tu as dit. Moi, un conseil qui rejoint ce que disait Arnaud, si vous êtes porteur de projet, identifiez le chemin de moindre résistance. Ça ne sert à rien d'aller se faire l'Everest par la face nord en sandales. Il y a plein de manières aujourd'hui d'atteindre vos objectifs, que ce soit par modèle d'agent, par établissement de paiement, par EME, peu importe, par MICA si c'est MICA. Et après, 2 points positifs. Le premier, c'est quand même, et j'y croyais pas, hein, encore il y a 1 an et demi, mais avec cette réglementation européenne, on est devant les Américains. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans un gros merdier, localement, qui nous donne de l'avance, profitons-en. C'est quand même assez rare. Hein. Je veux dire, sur la partie Web 2, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et l'autre point positif, alors je pense que ça fera plaisir à Arnaud, à Axel, parce que pour la partie avocat, mais ça ne concerne pas que. Cet écosystème foisonnant que tu décris, qu'on est tous en train de construire ensemble, il a eu le mérite d'attirer un nombre de talents et de gens passionnants dans leurs différents métiers. On parle de régulation, donc en l'occurrence beaucoup de l'accompagnement de cabinets, et pas de cabinets en fait, de personnes dans des cabinets qui se sont dit ce sujet est intéressant, je vais le prendre, je vais construire dessus. Et donc le point positif, c'est qu'en fait au quotidien, ces problèmes qu'on a décrits, en fait on les adresse avec des gens brillants et passionnants. En l'occurrence, beaucoup de conseils juridiques, mais sur tous les aspects techniques de l'écosystème. Et ça, je trouve ça juste génial. Et je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour votre prise de parole qui était, je pense, très pertinente. Merci aussi au public pour votre résilience. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets qui étaient parfois complexes, donc j'espère que ce n'était pas trop difficile à suivre. On va vous laisser peut-être 5 minutes pour prendre 2-3 questions dans la salle si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est à nous de donner les micros ou si dans la régie vous pouvez. Je vois qu'il y a des gens au premier rang. Merci. J'ai 2 petites questions pour Louis. Donc Louis, si j'ai bien compris, les CGP, généralement, ils sortent du 500K de chiffre d'affaires. Et pour un agrément MICA Conseil, on va l'appeler comme ça, donc ça leur coûterait 50K, c'est-à-dire à peu près 10% de leur chiffre d'affaires. Donc moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que les 25 000 le CGP français vont se lancer dans le braconnage, ou est-ce qu'on va, donc ce qui serait quand même assez paradoxal, recréer un autre intermédiaire qui va obtenir l'agrément auquel les CGP feront appel pour toute la question des cryptos. Et la deuxième question, c'est quand on conseille un ETF synthétique qui réplique le cours du Bitcoin, est-ce qu'on conseille de la crypto ? Lorsque, rêvons un peu, donc le jour où les assureurs se mettront à accepter des ETF qui répliquent dans des produits d'assurance vie, est-ce qu'on fera de la crypto ou est-ce qu'on fera du conseil classique ? Alors, je vais reprendre quelques chiffres sur ma première question pour être bien clair. En fait, oui, je pense que le chiffre d'affaires moyen de la profession, ça va être entre 300 et 500 000. Et de toute façon, nous, déjà, on est obligé de respecter du lutte contre le financement, le blanchiment d'argent et terrorisme. On est obligé de faire du KYC depuis très longtemps. Donc, si tu veux, ça, c'est déjà intégré. Le ce qu'on aurait intégré en plus, c'est tous les aspects techniques. Bon, il y a très peu qui le font et je pense qu'avec la demande d'agrément, quasiment plus le feront. Les solutions, ça sera de toute façon de continuer avec des partenariats ou par exemple, si nous, on est véritablement agréé, nous, on délivre notre service de conseil, on est prêt pour le faire des clients de confrères, moyennant une rétrocession. Voilà. Donc, ils auront un choix, mais je ne pense pas qu'on aura le CASP as a service, mais si on l'avait, le CASP as a service, peut-être que ça pourrait être utile pour ça, mais je pense que ça va amener à ce que de moins en moins de CGP se posent
en experts du sujet. J'ai pas dit il y a pas moins de distributeurs, je dis qu'il y aura peut-être moins d'experts. Ce qui a amené en fait aussi la profession parce que notre profession s'est véritablement concentrée aussi. Il y a aujourd'hui 2 très gros acteurs qui sont à plus de 10 milliards d'encours gérés. Bon, donc premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, clairement, si toutes les cryptos ne sont pas considérées comme des valeurs mobilières, eh ben, un ETF est considéré comme une valeur mobilière. Donc il n'y a pas photo. Donc un ETF, quel que soit le sous-jacent, c'est un ETF et c'est une valeur mobilière. Et donc la réglementation te dit, bah voilà, c'est comme ça. Et donc même le fonds Tobam Bitcoin, c'est une valeur mobilière. Alors il y a des valeurs mobilières dans certaines classes, avec il y a des UCITS, pas des UCITS, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais c'est une valeur mobilière. Donc ça veut dire une fiscalité particulière, ça veut dire tout un tas de pratiques. Et il y aura toujours cette barrière, puisque les Français nous ont bien dit, un cryptoactif, un actif numérique ne sera jamais considéré comme une valeur mobilière, alors que s'il disait juste sera toujours, eh ben, ça nous simplifierait quand même beaucoup la tâche sur plein de plans. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, s'il y en a une dernière. Axel, on prendra les deux du coup. On essaiera d'aller à l'essentiel. Je rebondis rapidement sur le sujet du CASP as a service qui est très intéressant et qui aujourd'hui est réellement une question au sein du secteur. Qu'est-ce que vous pensez quand vous dites que c'est compliqué, c'est dans le sens où on n'a pas les outils nécessaires aujourd'hui pour fournir ce genre de service, ou c'est que réglementairement on risque d'avoir des limites qui ne permettront pas du coup les futurs CASP à délivrer ce genre de service entre guillemets? Très court. Donc alors. Dans votre question, vous parlez du CASP as a service, mais si on prend déjà le cas du PSAN as a service. Le PSAN as a service, ça s'assimile un petit peu à une logique d'agent. Tout à l'heure, on parlait des prestataires de services de paiement, par exemple, ou des prestataires de services d'investissement. Ils ont réglementairement des statuts d'agent qui sont prévus. Pour le PSAN, ça n'est pas prévu en France. Pas plus que ça n'est prévu au niveau européen pour les futurs PSCA en version française ou CASP en version anglo-saxonne. Très bien. Donc, soit on considère que ce n'est pas prévu, et donc par conséquent, ça n'a pas vocation à fonctionner, soit on considère que c'est un modèle qui est purement contractuel, qui n'est donc pas directement réglementaire, et dans ce cas-là, on le fait fonctionner. C'est ce que nous, par exemple, on fait au sein de mon cabinet depuis un certain temps déjà, et on a des associations comme l'ADAN qui commencent à prendre ce sujet à bras-le-corps, ce qui est à mon avis une très bonne chose, parce qu'en réalité, il va y avoir une question de moyens. Tout à l'heure, Romain l'a évoqué, il y a 100 PSAN. Probablement sur les 100, effectivement, 10-15% maximum auront la possibilité financière et technologique de pouvoir aller vers l'agrément MiCA. Et donc, pour éviter que ces 85-80 sociétés, malheureusement, risquent de disparaître ou de se faire racheter ou d'être dans une logique de consolidation permanente, eh bien, il faut trouver un moyen qu'elles puissent continuer à opérer. Donc moi, j'ai envie de dire c'est possible, à mon avis, contractuellement. J'espère simplement qu'on n'aura pas de blocage au niveau du régulateur pour nous empêcher de mettre ce système-là en place. Très vite, aussi un rebond. Je rajouterai à ce qu'a dit Arnaud pour vous donner un exemple de l'application actuelle. C'est très imparfait, mais ça peut être intéressant. Par exemple, nous, on bosse en mode PSAN as a service avec des sociétés qui veulent couvrir le PSAN, mais pas tout le PSAN pour ne pas porter tout le poids. Donc, on est 2 PSAN, sauf qu'il y en a un des deux, Coinhouse en l'occurrence, qui a la totalité de la réglementation. Par rapport à la conservation. Et l'autre, qui veut, par exemple, juste la gestion des actifs. Mais pas, du coup, je sais pas, l'onboarding, l'on-ramp, off-ramp, tout un tas de questions qui sont trop lourdes à sa charge. Donc, ça ne règle pas le problème réglementaire totalement, parce qu'il faut être ça dans les 2 cas, mais ça permet à un acteur d'avoir une couverture plus faible et donc un poids plus faible pour lui. Parce qu'il y a tout le sujet, tout le sujet relatif au transfert de KYC entre les 2 structures. Est-ce que deux PSAN peuvent se transmettre des KYC s'ils sont tous les 2 agréés, etc. Je suis désolé, je vois d'autres mains levées, et même Axel, on m'a donné une ligne rouge à 25 et les 26, donc je vais m'y tenir, mais n'hésitez pas à venir discuter avec nos panélistes à la fin de cette table ronde. Merci à tous pour votre écoute, merci à tous les panélistes encore une fois, et en espérant vous revoir pour la prochaine édition de Cryptoxer avec MiCA en application et nos premiers acteurs agréés.